Oui, vous avez bien lu le titre, je suis une thérapeute qui soutient les médecins. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je prends évidemment des risques en publiant cette vidéo. Je sais que certains de mes abonnés et des personnes qui visionnent mon contenu sont un peu fâchés avec le corps médical et la médecine allopathique de manière générale. J'ai moi-même souvent du mal lorsque je vois ce qu'est devenu le monde médical actuellement. Mais n'empêche que souvent, j'entends des discours totalement absurdes de la part notamment de personnes pratiquant ce qu'on appelle les médecines naturelles, des thérapeutes, qu'ils soient correctement formés ou non. Je vous rappelle que toutes les formations ne se valent pas et ne sont pas reconnues par le système de santé, notamment dans le domaine de la naturopathie. Je vous en parlais dans ma vidéo où j'explique mon cursus de formation. Je vous mettrai la vidéo dans le petit ici au-dessus et en description si ça vous intéresse. Ces deux disciplines, la médecine allopathique et la thérapie naturelle, ont chacune leur utilité. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous amener, non pas à vous positionner à tout prix, mais à réfléchir, à évaluer l'importance de chacune de ces pratiques afin de les remettre à leur juste place. Je vais un peu porter les deux casquettes aujourd'hui, puisqu'à la base, j'ai un esprit scientifique, je m'intéresse beaucoup au domaine des sciences, mais je suis également thérapeute et je crois en ce qu'on appelle actuellement les médecines douces. On va les appeler comme ça, et je pense qu'elles sont parfois bien plus efficaces, et du coup bien plus douces, qu'un traitement médical, que ce soit à l'aide de médicaments, d'opérations ou de différentes autres techniques. Il y a du bon, il y a du mauvais des deux côtés. Il y a des personnes fiables des deux côtés, il y a des personnes non compétentes des deux côtés aussi. Tout comme être médecin ne signifie pas être au service de Big Pharma, être thérapeute ou pratiquer les médecines naturelles ne signifie pas forcément être un charlatan. Dans cette vidéo, je vais prendre comme exemple deux métiers en lien avec la peau. Un ou une esthéticienne qui représentera le thérapeute et un ou une dermatologue qui représentera le médecin. Pour simplifier, je parlerai d'une esthéticienne et d'un dermatologue parce que c'est ce qui est le plus facilement admis dans le langage courant, on va dire. Mais on peut bien évidemment rencontrer des personnes des deux sexes dans chacun de ces métiers. La formation en esthétique en France dure 1 ou 2 ans, il me semble. En Suisse, c'est plus long, c'est 3 ans. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. En Suisse, le cursus pour devenir dermatologue dure plus de 10 ans. Ce sont des études de médecine, des études universitaires. Pour commencer, on est bien d'accord que l'expérience ne va pas entrer en compte dans un premier temps en tout cas. Une esthéticienne peut avoir 20 ou 30 ans de métier, elle n'aura jamais les compétences d'un dermatologue car elle n'a pas la formation médicale. Ce n'est pas honnête de dire qu'une décennie d'études, ça ne vaut rien. C'est pas pour dénigrer les esthéticiennes, ni les thérapeutes que je vous dis ça. Étant thérapeute en nutrition, ça serait un petit peu dissonant de ma part. Mais juste pour vous montrer que l'expérience ne fait pas tout, car c'est ce qui est souvent mis en avant chez certains thérapeutes. Ça peut faire 20 ans que tu exerces comme thérapeute, tu peux le faire tout de travers. En fait, les deux choses sont importantes. La formation dans un premier temps, à savoir les connaissances, et l'expérience dans un second temps. La formation étant tout de même la base, parce que sans base solide, difficile de travailler correctement. On est d'accord que 20 ans d'expérience sur des bases bancales, c'est pas terrible, hein, et on le voit tous les jours ça. Donc, ce n'est pas parce qu'une esthéticienne a 25 ans d'expérience qu'elle va être capable de vous enlever un grain de beauté. Par contre, elle pourra vous faire un peeling plus doux et moins invasif, moins abrasif qu'un peeling médical pratiqué par un dermato. À l'opposé, le dermato s'en fiche de vous sortir des points noirs. C'est pas son job, hein. Il n'a pas fait 10 ans d'études pour ça. Par contre, si ce même point noir ou bouton devient un kyste, à force, à la longue, c'est lui qui aura la formation pour le retirer. Alors que si vous vous étiez pris plus tôt, si vous étiez allé plus tôt faire un soin chez une esthéticienne, ça ne serait pas forcément devenu un kyste. C'est un exemple, hein. Ne me fustigez pas en commentaire, j'ai pris un exemple comme ça. Hein. Une esthéticienne pourra par contre vous dire « Oh là là, monsieur Tartampion, vous avez un grain de beauté pas joli sur la joue, vous devriez le montrer à un dermato. » Et en ça, le travail de l'esthéticienne est essentiel. Vous voyez où je veux en venir ?
Chaque maillon a son importance. Je ne dénigre absolument pas les esthéticiennes, puisque dans l'exemple qu'on a pris aujourd'hui, je suis moi-même l'esthéticienne de l'alimentation, si on veut. Un thérapeute en nutrition va soigner une intolérance alimentaire ou une maladie de Crohn, mais il ne va pas soigner un cancer ou une diverticulite qui a évolué en péritonite. Nous travaillons aux côtés des médecins. Le médecin va faire un diagnostic, ce que nous ne sommes pas autorisés à faire en tant que thérapeute, et le patient va ensuite venir chez nous pour se soigner, dans la mesure du possible, hein, évidemment. On pourrait se dire qu'une esthéticienne, finalement, ça ne sert à rien, qu'on pourrait se contenter de dermatologues, puisqu'ils sont plus formés. Et pourtant, les dermatologues, qui sont des médecins, ont souvent une vision totalement différente des choses et ne s'arrêteront pas aux petits détails qui font parfois toute la différence. Parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Pas de temps à consacrer à ces petits détails, parce qu'on ne le leur laisse pas. Ils sont souvent muselés par le système de santé. Pourquoi ? Parce que les coûts seraient bien trop élevés sinon. Les thérapeutes, eux, ont le temps. Ils gagnent beaucoup moins d'argent qu'un spécialiste, certes, mais ils peuvent se permettre de passer 1 heure sur un patient, alors qu'un médecin n'aura que 10 minutes. Chacun a fait son choix finalement. Un médecin va établir un diagnostic et donnera éventuellement des médicaments. Un thérapeute, lui, soigne le problème à la base. Enfin, normalement, il est censé le faire. On dit que les médecins sont froids et sans cœur, mais finalement c'est le système de santé qui les rend froids. Ils ne peuvent pas se permettre d'être tout amour, ils n'en ont pas le temps. Et ça serait bien trop lourd à gérer aussi psychologiquement. Sachant qu'en France, la durée moyenne d'une consultation avec un médecin généraliste est de 16 minutes. Vous voyez le nombre de personnes que voit un médecin en une journée. Et il ne fait pas que ça, il remplit des dossiers, tout ça. Pour en revenir aux médicaments. Lorsqu'on est dans des douleurs atroces, on préférera prendre un médicament, même si on est contre les médicaments à la base. Si vous cassez une jambe, vous préférez qu'on vous opère pour vous remettre les os en place, plutôt que de marcher avec des béquilles toute votre vie. On est d'accord? Alors oui, ça va trop loin. On donne trop de médicaments. Mais est-ce que c'est bien la faute des médecins? Le médecin travaille avec les outils qu'on met à sa disposition. Les outils avec lesquels on lui a appris à travailler. Vous pensez qu'un médecin, lorsqu'il choisit de soigner les gens, le fait en se réjouissant de leur fourguer plein de médocs? Pour ma part, je ne pense pas. Après, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a de tout chez les médecins, puisque ce ne sont que des êtres humains finalement. Mais peut-être faudrait-il prendre le problème à la base. Qu'est-ce qui rend les gens malades? En grande partie, la nourriture actuellement, la façon dont on s'alimente. C'est clair que si on ne change pas la base, donc l'alimentation, on sera toujours dans la situation où il faudra soulager les malades avec des médicaments. Mais regardez aussi ce que les médecins spécialistes conseillent. Ils ne sont pas fous, ce sont des médecins et ils savent parfaitement ce qui cause des soucis. Ils le voient tous les jours en salle d'opération ou dans leur cabinet. Un cardiologue, par exemple, vous dira de manger au minimum 5 portions de fruits et légumes par jour, de réduire la consommation de graisse et de se méfier des graisses cachées qui se trouvent dans la charcuterie, la viande, les produits laitiers, les pâtisseries et les friandises. Il vous conseillera de manger tous les jours des produits céréaliers ou des pommes de terre et de ne pas manger tous les jours de la viande, etc. etc. J'invente rien, c'est ce qui est préconisé par les cardiologues. Vous pouvez aller voir sur les sites des grands hôpitaux universitaires. C'est ce qui est préconisé, j'invente absolument rien. Et c'est très simple à constater si vous connaissez des cardiologues d'ailleurs, parce que vous ne les verrez jamais manger de la viande rouge par exemple, pour la plupart en tout cas. Et c'est pas seulement ce que les médecins cardiologues qui font la promotion du HCLF conseillent, mais c'est ce qui est conseillé par tous les cardiologues. Et ce sont des conseils qui sont censés s'adapter à tout un chacun. Mais bien évidemment, on peut encore faire mieux en arrêtant complètement les produits animaux et le gras. Pourquoi ne pas le faire? Ça peut s'avérer très difficile, ok, pour certains, je le conçois, mais le frein est uniquement dans la tête. On ne peut pas en vouloir aux gens d'être méfiants envers les médecins, envers la médecine. Je ne dis pas que c'est totalement injustifié. Mais posez-vous la question. Envers qui êtes-vous réellement en colère? Envers votre médecin? Envers la médecine? Envers la pharmacologie? Envers le système de santé?
J'entends souvent qu'en France, le système de santé est un trésor national. Et pourtant, on entend les Français se plaindre sans arrêt de ce même système. Je ne suis pas française et je ne me permettrai pas de juger le système de santé français. On a assez à faire avec notre propre système de santé en Suisse, je vous assure. Les coûts de la santé augmentent constamment en Suisse aussi. Et vu que les gens sont de plus en plus malades au vu de leur hygiène de vie déplorable, mais finalement, peu importe le pays où vous habitez. Je voulais juste vous amener à réfléchir sur ce sujet et j'espère vous avoir un peu réconcilié avec la médecine. Via Felicia à tous!